En Tunisie, la police a arrêté 4 djihadistes présumés. Ce mercredi, ils planifiaient des attentats à Tunis et des assassinats de personnalités de la politique ainsi que des médias. Le gouvernement kenyan a annoncé ce mercredi reporter de 6 mois la date de fermeture du camp de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde, propos du ministre kenyan de l'Intérieur, Joseph Nkaissery. Enfin, un nouveau coup porté à la Cour pénale internationale. Ce mercredi, la Russie a annoncé son intention de retirer sa signature de l'acte fondateur de la CPI. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle édition sur Sika. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par des nouvelles de la Tunisie où la police a arrêté 4 djihadistes présumés qui planifiaient des attentats à Tunis et des assassinats de personnalités de la politique et des médias. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre de l'Intérieur. Le groupe composé de 3 hommes et une jeune fille planifiait des attentats contre un centre commercial et un poste de la garde nationale à Tunis, a précisé le chargé de communication du ministère, Yasser Mesbah. Ils ont été arrêtés par la police judiciaire à Ben Arous, dans la banlieue sud de Tunis, et communiquaient entre eux via le réseau social Facebook. Selon lui, ces derniers jours, 5 caches d'armes ont été découvertes dans une région frontalière de la Libye et des dizaines de fusils ainsi que d'importantes quantités de munitions ont été saisies. 4 personnes, dont 2 gendarmes, ont été tuées ce mercredi lors d'affrontements entre population et forces de l'ordre dans le village de Néamoué, à 70 km de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Selon la radio nationale ivoirienne, 2 civils ont d'abord été tués lors d'un contrôle de gendarmes qui a dégénéré en altercation avec des coups de feu. Des villageois mécontents ont ensuite attaqué les gendarmes. Selon la même source, en mars, des affrontements entre éleveurs, peuls et agriculteurs avaient fait 19 morts à Bouna. Selon le bilan des autorités, quelques 900 hommes des forces de défense et de sécurité avaient été déployés dans la ville pour rétablir et maintenir l'ordre. On reste en Côte d'Ivoire où Simone Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité, est jugé. Le procès de l'ex-première dame se poursuivra sans elle. Des avocats lui seront commis d'office. C'est la décision prise ce mercredi par le président de la cour d'assises. Les détails. Ce mercredi encore, Simone Gbagbo a fait la politique de la chaise vide et ses avocats étaient absents à la séance. Une attitude qui poussa à bout le président de la cour d'assises, le juge Boiki Kouadio. Il a estimé qu'on pouvait passer outre la présence de l'accusé pour poursuivre les débats. Ce n'est pas la justice qui a refusé que l'accusé comparaisse. Donc c'est elle qui a décidé de ne plus comparaître. Je pense que le procès est tout à fait crédible, parce qu'elle a eu toute l'occasion de se défendre. Et comme je vous l'ai dit, des avocats vont lui être commis d'office, ils vont la défendre. Tout ça, ce sont des situations prévues par la loi. La loi prévoit que le président opte entre forcer l'accusé à être présent manu militari ou se passer de l'accusé s'il estime que sa présence n'est pas nécessaire. La prochaine audience ayant été renvoyée au 28 novembre, plusieurs avocats seront commis d'office. Ils vont faire leur travail et puis c'est tout. On juge sur les textes, on juge sur les faits qui lui sont reprochés. Ils connaissent leur métier, ils vont pouvoir la défendre. L'ex-première dame refuse de comparaître depuis plusieurs séances pour protester contre la non-comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes, dont l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo purge actuellement une première peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Maintien en détention de 2 Sud-Africains blancs jusqu'en janvier 2017. La justice sud-africaine a pris la décision ce mercredi. C'était lors d'un procès qui a rassemblé des centaines de manifestants dénonçant le racisme. Les mis en cause sont accusés d'avoir tenté d'enfermer dans un cercueil un jeune noir. Reportage. Les 2 hommes, Willem et Theo Martins, tous âgés de 28 ans, sont accusés d'agression, de tentative, de coups et blessures. La scène se passe en Afrique du Sud. La salle d'audience était remplie de monde quand ont comparu ce mercredi les ressortissants blancs. Les 2 accusés ont été interpellés par la police lundi dernier suite à la publication d'une vidéo dans laquelle ils tentaient d'enfermer un noir dans un cercueil. Devant le tribunal,
Plus de 200 personnes ont répondu à l'appel des principaux partis de la majorité et de l'opposition sud-africaine pour dénoncer le comportement raciste des accusés. Ils ne peuvent pas nous mettre tous dans un cercueil. Il n'y a pas assez de cercueils pour nous tous. Ils ne vont pas tous nous battre. Ils ne vont pas tous nous tuer. Ils ne vont pas tous nous arrêter. Nous sommes trop nombreux et la victoire est certaine. Nous vous emprisonnerons parce que nous obéissons à la loi de ce pays, y compris ces deux blancs. Ils doivent être traités. Le procès s'est soldé par la décision de leur maintien en détention. 22 années que l'apartheid a pris fin grâce à Nelson Mandela. Et pourtant, l'Afrique du Sud se débat toujours avec les démons de son passé. Les controverses raciales, largement exploitées par la classe politique, sont toujours d'actualité dans le pays. Rapidement, on revient en image. Un journaliste de la radio-télévision nationale congolaise RTNC a été abattu par balle dans la nuit de lundi à mardi dans un bastion de l'opposition en République démocratique du Congo. Marcel Loubala était endormi à son domicile lorsque 16 assassins y sont entrés vers 1h du matin après avoir toqué, appelé son nom et forcé la porte. Ils ont ensuite bandé les yeux du journaliste, de son épouse et de ses 2 enfants. Marcel Loubala, qui a essayé de fuir pour se cacher chez ses voisins, avait été rattrapé et criblé de balles. Pendant ce temps, la campagne électorale pour l'élection présidentielle qui aura lieu le 1er décembre en Gambie a démarré ce mercredi en lice. Il y a 3 candidats. Tout d'abord, le président sortant Yaya Jammeh qui brigue un 5e mandat. Ensuite, l'un de ses adversaires, Adama Barrow, qui a été investi par une coalition de 7 partis politiques de l'opposition. Et enfin, Mama Kandé, un dissident du parti au pouvoir. Tous ont 15 jours pour convaincre les 886 578 électeurs appelés à élire le prochain président gambien. Au total, 1422 centres de vote sont prévus pour 53 circonscriptions électorales. Un soupçon d'escroquerie en Ouganda. La police ougandaise s'est exprimée ce mercredi face à la presse, et ce pour faire part de ses suspicions concernant un Ougandais qui aurait escroqué une société polonaise d'armement. Les précisions. Sam Simbwa est soupçonné par la police ougandaise d'avoir arnaqué une société polonaise d'armement. La société BMP basée à Varsovie fournit différents types d'armes à feu, de munitions et plusieurs autres artilleries. Selon la police, Sam Simbwa a affirmé à cette société avoir été mandaté par le ministère de la Défense de son pays pour trouver des industries capables de fournir à l'armée tous les équipements nécessaires en matière d'armement. L'homme a réussi à conclure un contrat fictif d'environ 120 millions d'euros. Les accusations de la société polonaise selon lesquelles elle a perdu plus d'un demi-million d'euros, qui selon eux ont été utilisés et volés par ces criminels, sont en cours de traitement. Mais la totalité du préjudice s'élève à bien plus de 10 millions d'euros. Et cela devra être examiné. On ne veut pas faire de spéculation à l'heure actuelle. Il s'agit d'une grande enquête. 2 personnes ont déjà été arrêtées, y compris Sam Simbwa. Ce sont eux qui sont au centre de ces enquêtes. Cependant, nous nous engageons à ne faire aucune impasse. Toute personne qui aurait pu avoir un rôle là-dedans et prouvée coupable sera amenée devant la justice. L'armée ougandaise a démenti les informations selon lesquelles le chef des forces terrestres serait lié à cette affaire. Elle a également réfuté les rumeurs affirmant que le sous-directeur du renseignement militaire aurait été transféré en Somalie alors qu'il enquêtait sur cette affaire d'escroquerie présumée. Je l'annonçais en titre, le gouvernement kenyan a annoncé ce mercredi reporter de 6 mois la date de fermeture du camp de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde. C'est ce qu'a déclaré à la presse le ministre kenyan de l'Intérieur, Joseph Nkeiseri. Le rapatriement se poursuivra de façon humaine, digne et en sécurité. Ajouté, le ministre, cette annonce fait suite à une requête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés situé près de la frontière avec la Somalie. Dadaab abrite actuellement quelques 280 000 réfugiés. Selon l'ONU, il s'agit de Somaliens en très grande majorité ayant fui depuis 1991 la guerre civile, les exactions des islamistes radicaux et des sécheresses à répétition. La fermeture était prévue initialement fin novembre.
Au Bénin, la FADESP, la faculté de droit et de sciences politiques, s'est enrichie de deux nouveaux instruments de recherche. La Société béninoise de droit international, la SBDI, et la revue béninoise de droit international, la RBDI, officiellement lancée sur le campus d'Abomey. Canavi, c'était sous le thème central, les changements climatiques devant le droit international, une activité conduite par le Centre de droit international et d'intégration africaine. Plus de précisions avec la directrice du dit centre, suivi de la réaction de l'hôte de marque de la cérémonie, le président de la Cour constitutionnelle. Ils interviennent sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste d'Henrissou. Il s'agit de mettre en place une société savante qui va s'intéresser aux questions du droit international, à la réflexion sur le droit international, parce que ce droit qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de normes qui régit les relations entre les acteurs impacte énormément la vie de nos États. Donc nous pensons aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre cela de côté et que nous, en tant qu'Africains, nous devons réfléchir, apporter des contributions scientifiques sur cette question de façon globale. Vous savez, aujourd'hui, nous avons décidé d'utiliser le thème du changement climatique. Ça colle aux préoccupations d'actualité. On est en pleine COP22 à Marrakech, mais il y a d'autres thématiques sur la justice pénale internationale, sur le droit de la mer, sur tout ce qui concerne le droit des organisations internationales, etc. Donc, une société savante pour réfléchir, mais quand on a réfléchi, on le rend sous forme scripturale et il faut pouvoir le donner aux autres pour qu'ils le lisent. Et c'est pour ça qu'on a mis en place en même temps la revue béninoise de droit international qui servira globalement à apporter ses contributions à tous les membres de la communauté internationale, la communauté scientifique internationale. C'est une initiative intéressante pour montrer qu'à l'université, on continue à faire de la recherche, on continue également à faire progresser la science juridique. Il faut toujours commencer et ne pas se décourager en disant « je ne suis pas sûr de réussir ». Qui ne tente rien n'arrive. La Russie a porté un nouveau coup à la Cour pénale internationale ce mercredi en annonçant son intention de retirer sa signature de l'acte fondateur. Une nouvelle qui plombe davantage la 15e Assemblée qui s'est ouverte ce mercredi sur des appels à ne pas abandonner cette juridiction unique. Il faut le regretter, mais il faut y voir l'expression d'un acte de souveraineté de ces États qui ont librement adhéré au statut de Rome et qui ont aussi le droit souverain de s'en retirer. Je leur lance un appel solennel en leur disant ne partez pas. La Gambie a officiellement notifié lundi son retrait de la CPI auprès des Nations Unies après l'Afrique du Sud et le Burundi en octobre. Ce retrait doit prendre effet un an après la réception de cette notification. Et ce mercredi, c'est Moscou qui a pris une décision hautement symbolique en annonçant son intention de retirer la signature qu'elle avait apposée en 2000 sur l'acte fondateur, le statut de Rome, qu'elle n'avait jamais ratifié. La Russie reproche à cette instance de ne pas être véritablement indépendante et de ne pas avoir été à la hauteur des espoirs suscités. C'est une démonstration politique. Cela est lié à la décision de la Cour pénale internationale de reconnaître, si je comprends bien, l'annexion de la Crimée comme un épisode lié à un conflit armé international. C'est évident qu'il y aura un procès à La Haye concernant la Crimée et peut-être concernant l'Est de l'Ukraine. La Russie ne veut pas y participer. Fondée en 2002, la Cour traverse un sale temps, mais je crois aux vertus d'un dialogue constructif au sein de cette Assemblée, a constaté celui qui est aussi ministre sénégalais de la Justice. Sur le continent africain, le Kenya, la Namibie et l'Ouganda, grands détracteurs de la CPI, pourraient suivre dans un effet domino, d'après les experts, alors que le Soudan a lancé fin octobre un appel à tous les pays africains à quitter la CPI. Voilà qui met terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous.